Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur les 5 enseignements à retenir de la victoire du FC Barcelone 2 buts à 1 contre le Rayo Vallecano à l'extérieur là-bas. Ça a été un match très difficile, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et on va revenir dans cette vidéo là sur les 5 choses qu'on va retenir de ce match là pour la suite de la saison. Et il n'y a pas que de bonnes nouvelles, il y a même très mauvaises nouvelles. Je pense que vous savez déjà de quoi je veux parler, et donc sans plus tarder, on va commencer par le premier enseignement à tirer de ce match là, qui est tout simplement la blessure de Marc Bernal. C'est un truc qui est très triste. Il s'est fait les ligaments croisés, ça a été confirmé aujourd'hui par les médecins du FC Barcelone. Déjà hier, quand on a vu l'image, même Hansi Flick après le match disait que ça ne sentait pas du tout bon. Et aujourd'hui, les doutes se sont confirmés. Il s'est donc fait les croisés officiellement et il va rater le reste de la saison avec le FC Barcelone. Et quand on voit ça, c'est très triste parce que c'est un très jeune joueur. Il n'a que 17 ans, il n'est même pas encore majeur. Et pourtant, il a déjà la pire blessure qui peut arriver à un joueur sportif, parce que c'est la pire blessure, que ce soit footballeur, basketteur, bref, peu importe ta discipline, même les athlètes. La pire blessure qui peut arriver, c'est les ligaments croisés. Et il a ça seulement à 17 ans. Je me demande comment il va s'en relever. Ça va mettre un frein à sa carrière. Déjà là, on ne parle même pas du Barça. Je parle en priorité de lui. C'est très triste pour lui. Il était sur 3 bons matchs. Il a été titularisé pendant les 3 premiers matchs de la saison et il faisait que des masterclass. Hier, il a encore monté en régime contre le Rayo Vallecano. Il a fait un très grand match. J'ai revu une compile de lui sur Twitter où on montre le résumé de son match. C'était un très haut niveau. Et là, cette blessure vient mettre fin à ce beau début de saison, à cette carrière-là qui est lancée. Et à plein d'espoir. J'espère franchement qu'il va s'en remettre, même si mentalement ça sera très dur. Il va voir tous ses amis en train de jouer, de gagner sans lui, parce que le Barça va devoir faire ça en fait. Et même quand on parle du Barça aussi, ça va être très compliqué de jouer avec un numéro 6. Maintenant qu'on a plus Marc Bernal qui était ce profil-là fixe devant la défense, parce que même Casado en soi, c'est un joueur qui monte beaucoup. C'est pourquoi quand il joue en double pivot, il est souvent associé à un autre milieu 6 comme Bernal qui est fixe devant la défense, parce que Casado lui a tendance à monter, à redescendre un peu comme De Jong et tout. Donc ça va être très compliqué pour le Barça. Et déjà le fait qu'on ait ce problème là quand un jeune de 17 ans se blesse, ça prouve aussi que la planification n'a pas été au niveau, le mercato n'a pas été bon. On n'a pas vraiment comblé nos lacunes, on a juste cherché un petit disons des formations pour cacher nos misères, et finalement ce petit là se blesse. Donc franchement très dégoûté pour lui. C'est dans la continuité des autres, hein, des jeunes comme ça qui sont exploités par le Barça à cause de la situation financière. Pedri, Gavi, maintenant Bernal et tout. Donc franchement j'espère sincèrement pour lui qu'il va s'en remettre, et beaucoup de courage à lui. On passe maintenant au deuxième enseignement à tirer de ce match là, qui est tout simplement que Ter Stegen va devoir faire beaucoup mieux. Hier, il a encaissé un but à son premier poteau. Ça fait un bon moment maintenant qu'il n'est plus du tout serein. En match amical, il a encaissé un but à son premier poteau aussi. Je pense que c'était contre l'AC Milan et tout. Et même balle au pied, il ne rassure pas. Des relances ratées, des ballons rendus à l'adversaire souvent, des occasions qu'il fait concéder au Barça bêtement. Franchement, Marc Ter Stegen, depuis un bon moment maintenant, il n'est plus du tout rassurant. Alors moi, j'ai essayé de le défendre pendant beaucoup de temps. Chaque fois, j'essayais quand même de trouver des circonstances atténuantes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, Ter Stegen est un joueur qui n'effraie plus du tout les adversaires. Et pour en avoir parlé à des amis madrilènes, aujourd'hui, en tout cas quand moi je discute avec eux, ils me disent quoi? Ter Stegen, c'est un bon gardien, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est pas un gardien qui me fait peur en fait. Et là ça veut tout dire, parce que moi quand on doit jouer contre le Real Madrid, un gardien comme Courtois, c'est un gardien que tu crains en fait. Et hier moi je suis sûr que l'arrêt au premier poteau comme ça, Courtois il te le fait, parce qu'on a vu des arrêts beaucoup plus décisifs que ça. Et quand tu es au Barça en fait et que tu es un gardien, c'est vrai la plupart du temps qu'un gardien ne peut rien faire, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les gardiens d'un top club comme le Barça et les autres? C'est que un gardien d'un top club comme ça, à l'image de Courtois, de Derson, d'Alisson, de tout, c'est que là où un gardien lambda, on dira qu'il ne pouvait rien faire, ce gardien là peut faire des arrêts. Encore que là, on parle du premier poteau en fait. Et je pense que là, les adversaires aussi ont compris que frapper fort au premier poteau, c'est un truc qui peut déstabiliser Ter Stegen. Donc je pense que si on doit avoir quand même des ambitions cette saison, même si c'est pas gagner la Ligue des Champions, faire un bon parcours en Europe et gagner la Liga, gagner la Super Coupe,
gagner la Coupe du Roi et tout, on doit forcément avoir un grand gardien pour ça, parce que une grande équipe, c'est souvent un grand gardien, une bonne défense et un grand buteur également. Et quand ces conditions ne sont pas remplies, c'est très dur de faire une très bonne saison. Donc Ter Stegen, je pense qu'il va devoir se gérer. Et ça aussi, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de concurrence en fait. Parce que ça fait des années maintenant qu'il est le titulaire au Barça. Il sait que personne ne va le prendre sa place. Donc je pense que s'il avait un concurrent de taille qui était en train de le pousser, il n'aurait pas autant d'aise à faire des erreurs comme il veut. Donc je pense que déjà l'année prochaine, soit il va falloir trouver une solution pour ça, ou soit il va falloir trouver un concurrent de taille qui pourra commencer à partager les minutes avec lui. Et là, il pourra se remettre en question. Troisième enseignement à tirer de ce match-là, c'est tout simplement la surprise agréable, monsieur Dani Olmo. Heureusement qu'il a été inscrit pour ce match-là, parce que sans lui, je pense que le Barça aurait galéré en fait. En premier temps, il ne se passait absolument rien. Ferran Torres était en train de polluer le jeu du Barça, on va le dire très clairement, et son entrée a tout changé. Donc je pense que à ce poste numéro 10 là, derrière l'attaquant où il a joué hier, les doubles contacts, la technique, la capacité à se retourner dos au jeu, à faire des contrôles orientés, à déstabiliser, à tuer des joueurs chaque fois qu'ils se retournent, à être imprévisible et surtout à être décisif dans la zone, dans la surface. C'est ça qui manque quand même. Mais comme Pedri, si tu le mets à ce poste-là, donc je pense que à ce poste-là, il va devenir peut-être indiscutable si il continue à faire ces performances-là, et les autres vont devoir se gérer à côté. Parce que il peut jouer à ce poste-là, il peut jouer en tant qu'ailier gauche, mais moi je le préfère à ce poste numéro 10-là. Et ça, je le disais déjà dès qu'il est venu. C'est vrai qu'on avait tous dit que c'était pas la priorité, et à juste titre, parce que c'est clair, un ailier gauche est beaucoup plus prioritaire à l'heure actuelle, mais avec le match qu'il a fait hier, à ce poste numéro 10, là, tu as une garantie, tu as une valeur sûre, tu as un joueur qui peut être décisif, qui peut apporter beaucoup offensivement, parce que c'est un joueur aussi qui a attiré beaucoup par le but, à l'image de Fermin Lopez. C'est un joueur qui est décisif, qui peut te marquer des buts, et ça, il en faut au Barça. Tous les buts ne vont pas être mis à la charge de Robert Lewandowski. Il va falloir que offensivement, tous les joueurs également se gèrent pour que chacun puisse marquer quelques buts, et c'est comme ça que tu fais une équipe qui est dangereuse, et dont le danger peut venir de partout. Pedri doit pouvoir marquer, Danilo doit pouvoir marquer, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski et ainsi de suite. Toute l'équipe doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et Dani Olmo, franchement, l'entrée qu'il fait hier, c'est tout simplement n'importe quoi, techniquement, tactiquement, et aussi dans la finition, dans la projection, dans la vision de jeu également. Franchement, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs débuts d'une recrue au FC Barcelone. Donc voilà, Dani Olmo fait un très très grand début. Je pense qu'il va être très utile à cette équipe là finalement. Déjà que c'était le seul renfort qu'on a, encore heureux que ce renfort là soit un renfort de qualité. Maintenant à voir quand il va falloir le faire reposer, ou bien quand il va falloir faire reposer d'autres joueurs. Peut-être qu'il va basculer des fois à gauche, mais il va quand même rentrer un peu plus dans l'axe, un peu comme Rafinha le fait sur ce côté gauche là. Donc je pense qu'il y aura plein d'options à tester avec lui. Il sera un joueur phare de cet effectif là lors de la saison. On passe maintenant au quatrième enseignement à retenir de ce match-là, qui est que l'équipe doit mieux gérer ses matchs. 7, jusque-là, on a 3 matchs, 3 victoires, 9 points pris sur 9 en Liga, ce qui n'est pas du tout anodin. Ça a été très dur, mais on a pris chaque fois les 3 points. Mais je pense que cette équipe du Barça peut faire mieux. Déjà, quand on prend les 3 premiers matchs, on marque 6 buts, on en encaisse 3. Et des fois aussi, on est mené au score, on finit par revenir. J'aime bien qu'on soit une équipe à réaction. Ça prouve que l'équipe ne se laisse pas abattre. Ça prouve que le mental de l'équipe est très développé, contrairement à ce qu'on a vu les années précédentes où dès que tu es mené au score, c'est difficile de revenir et tout. Donc être une équipe à réaction, c'est bien. Mais chaque fois, tu ne vas pas tomber sur des équipes qui vont te laisser renverser le match en fait. Parce que là, ça se passe contre Valence, ça se passe contre le Rayo aussi. Mais il va falloir gérer cela, bien commencer les matchs, être solide défensivement, ne pas encaisser, et pouvoir maintenant développer son jeu. Parce que chaque fois que tu commences un match, que c'est toi qui encaisses, mentalement tu n'y es plus, tu vas devoir commencer à courir derrière le score, commencer à jouer très rapidement, commencer à prendre des ballons. On l'a même vu hier, dès que le Barça était mené au score, tout le monde était en panique, tout le monde jouait très rapidement. Donc c'est un truc qu'il faut améliorer en fait. Si on veut faire également une grande saison, chaque fois tu ne vas pas toujours revenir et être mené chaque fois au score, c'est pas du tout bon, parce que comme je l'ai dit, tu cours derrière le score chaque fois, tu commences à te précipiter, tu peux rater des passes, tu peux être moins lucide et tu peux chaque fois te précipiter et tout. Donc c'est un aspect sur lequel
Hansi Flick, je pense, est conscient de ça. Il va devoir travailler, mais déjà avec l'effectif qu'on a là, faire ce qu'il fait, c'est très très bien. Et là, c'est pas que je suis en train de le critiquer, je suis en train de... Non, 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 pas du tout. Mais c'est juste un aspect que j'ai souligné qui est assez récurrent dans ce Barça de Flick là. Certes, qu'il n'a pas encore tous ces éléments, mais c'est un fait qui est récurrent et on va devoir faire avec et faire également sans les absents. Encore qu'on ne sait pas quand est-ce que eux tous y reviendront. On passe maintenant au cinquième et dernier enseignement à tirer de ce match-là contre le Rayo Vallecano, qui est tout simplement Lamine Yamal, tout simplement j'ai envie de dire. Parce que hier, on parle de la performance des autres joueurs, Olmo, Pedri, Rafinha, tout ça, mais j'ai l'impression que Lamine Yamal, c'est devenu normal en fait de le voir faire de tels matchs. Déjà, quand on prend ces 17 derniers matchs, j'ai vu une stat comme ça qui est passée, je pense qu'il est décisif par 10 fois, non? Club et sélection compris. Et quand on prend les 3 premiers matchs en Liga, il est passeur contre Valence, buteur contre l'Atlético Bilbao et passeur hier également contre le Rayo Vallecano. Donc ça y est, il est lancé, il est devenu un joueur maintenant qui doit être bon, pas tout le temps décisif, mais un joueur qui doit faire la différence, qui doit apporter. Et hier, quand on voit ce que Ferran Torres faisait sur le côté gauche, où pratiquement il n'y avait rien qui se passait, le ballon penchait constamment à droite. Contrairement la saison dernière où quand il a été lancé par Xavi, ses coéquipiers le cherchaient moins, le ballon ne passait pas du tout par lui. Des fois, tu sens qu'il était libre, mais c'est comme s'il ne voulait pas jouer sur lui. Tu sens qu'aujourd'hui, maintenant, toute l'équipe lui fait confiance, toute l'équipe le responsabilise. Mais c'est bien aussi qu'il partage ses responsabilités-là avec quelqu'un d'autre sur le côté gauche. Mais pour revenir à lui, c'est devenu un joueur qui est en train de progresser à vue d'œil, qui techniquement apporte beaucoup à l'équipe, que tu sens que chaque fois qu'il a le ballon, il peut se passer quelque chose. C'est rare qu'il va perdre le ballon. Son vis-à-vis, chaque fois, c'est... Je veux dire 4 fois sur 5 qu'il va prendre le dessus. Hier, je pense qu'il égale aussi le nombre de dribbles réussis dans une journée en Liga cette saison, qui est de 5 dribbles, je crois, qui était détenu par Vinicius et d'autres joueurs. Donc, il égale ce record-là aussi pour cette saison. Et franchement, techniquement, il est devenu un leader de cette équipe-là pour faire des centres et des fois des corners aussi. Il est à la réception des ballons. Justement, c'est comme ça il marque son but contre Bilbao. Tu sens que c'est un truc aussi qui a été travaillé à l'entraînement par Hansi Flick pour le responsabiliser aussi un petit peu des cas des coups francs excentrés. C'est lui qui a la réception des ballons au cas où le ballon revient. Il pourra utiliser sa qualité de frappe également qu'il est en train de développer petit à petit avec sa spéciale où il tue le défenseur, il rentre dans l'axe et il enroule pied gauche. Donc c'est un truc aussi qu'on va observer cette saison, mais il devient un joueur très très important, phare de cette équipe là, mine de rien, du haut de ses 17 ans. Donc voilà les amis, c'est tout pour les 5 enseignements tirés de ce match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je dirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.